Salut. Depuis ces 30 dernières années, le monde a été bouleversé, tant par des guerres que par des catastrophes naturelles. Depuis ces 30 dernières années, nos dirigeants ont créé un nouveau désordre mondial. Voici une rétrospective de 1990 à 2020, décennie par décennie, les guerres, inventions, catastrophes qui ont changé le monde. Premier partie les années 90. Le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l'immédiat après-guerre froide. La formule « nouvel ordre mondial » est parfois mentionnée par son acronyme NON. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité, incarnée par les États-Unis. Depuis lors, elle est réemployée dans d'autres contextes où il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale, en matière financière comme le Fonds monétaire international, en matière commerciale avec l'Organisation mondiale du commerce, sanitaire avec l'Organisation mondiale de la santé, environnementale avec la COP21 organisée par les Nations unies. Le 11 septembre 1990, George W. Bush père déclare : nous avons devant nous l'occasion de construire, pour nous-mêmes et pour les générations futures, un nouvel ordre mondial. Un monde où la primauté est la loi, pas la loi de la jungle, qui régit les conduites des nations. Lorsque vous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel ordre mondial. Un ordre régi par un conseil crédible qui tiendra enfin son rôle et maintiendra la paix, afin d'accomplir la promesse et la vision des fondateurs des Nations Unies. Les années 1990 couvrent la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999. Elles furent marquées par plusieurs guerres telles que les guerres de Yougoslavie, les guerres en Tchétchénie, le début de la deuxième guerre du Congo, la dislocation de l'URSS ainsi que différentes guerres civiles. Le génocide des Tutsis au Rwanda, 800 000 personnes assassinées en 3 mois en 1994, fut un des événements les plus atroces du XXe siècle. 6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana est abattu en phase d'atterrissage à Kigali. C'est l'élément déclencheur du génocide au Rwanda. 800 000 personnes, en majorité Tutsis, sont tuées en 100 jours. Comme l'équipage du Falcon 50 présidentiel et français, Paris ouvre une enquête en 1998. Au niveau géopolitique, les années 1990 sont marquées par l'effondrement du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide. Tant dans ces pays qu'en Occident, cet événement accélère le déclin de l'idéologie communiste et voit un grand nombre de pays se convertir au libéralisme. Le Caucase se rebelle contre Moscou, les pays baltes suivent, la Lituanie déclare son indépendance. Cette fois, l'intégrité de l'URSS est menacée. En janvier 1991, Moscou intervient, l'armée tire sur les manifestants. Au printemps 1991, les démocrates continuent de gagner du terrain. Les conservateurs tentent alors un putsch et les chars entrent dans Moscou. Mais la population résiste et le coup d'État échoue. Dans les mois qui suivent, les républiques soviétiques proclament une à une leur indépendance. Le 8 décembre, la Russie, l'Ukraine et le Bélarus proclament la fin de l'URSS. Le 25, Gorbatchev démissionne et le drapeau rouge est retiré du Kremlin. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. La République populaire de Chine s'ouvre au commerce international et aux investissements étrangers. Cette redéfinition de l'équilibre des puissances débouche sur l'émergence de la mondialisation et l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial. Les conséquences principales sont la dissolution du pacte de Varsovie et l'adhésion de pays d'Europe centrale à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. La réunification allemande, la première guerre du Golfe contre l'Irak. Le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. La guerre du Golfe, dite aussi guerre du Koweït ou seconde guerre du Golfe si l'on compte la guerre Iran-Irak, fit 25 000 à 100 000 victimes. Les années 1990 sont également marquées par la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, illustrée par la figure de Nelson Mandela. Je me tiens ici, devant vous,
non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Les années 1990 sont marquées par la démocratisation d'Internet et de la téléphonie mobile, ainsi que l'engouement pour les nouvelles technologies avec le boom des startups. La décennie voit le début des biotechnologies avec le premier clonage, les organismes génétiquement modifiés, OGM, le début du séquençage du génome humain et l'introduction du test ADN par la police scientifique. Le sida devient une épidémie importante, notamment dans les pays en voie de développement, et influe sur les comportements sexuels, safe sex. La démocratisation de la télévision par câble et satellite et la libéralisation des ondes apportent une diversification des programmes. Ah, c'est le plateau du Big Deal. Les filles. Salut les filles, bisous. Ah bah voilà, il est arrivé. Oui, c'est moi, Bill. Oui, bonjour Bill. Bonjour, L'industrie du jeu vidéo se développe également, et son chiffre d'affaires finit par dépasser celui de l'industrie cinématographique. Au Cambodge, l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, adoptée en 1993, marque la fin théorique de la Troisième guerre d'Indochine, conformément à l'accord de paix signé à Paris en 1991, mais la guérilla des Khmers rouges n'est définitivement éradiquée qu'en 1999. Les guerres de Yougoslavie furent les plus meurtrières en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On estime que le bilan humain de ces guerres s'élève à 300 000 morts dont 2 tiers de civils, s'accompagnant de 4 millions de personnes déplacées. Le siège de Sarajevo, de 1992 à 1996, est le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne, après le siège de Homs. Passé 3 ou 4 jours ici au centre de la guerre, à Sarajevo, pourquoi vous êtes philosophe? Écoutez, je suis un philosophe, mais je suis aussi un philosophe engagé, et je me bats pour la liberté, pour les droits de l'homme et pour la démocratie, et je crois que Sarajevo est aujourd'hui l'épicentre de cette bataille-là. Je suis venu dire aux habitants de Sarajevo mon amitié et mon admiration. Mon admiration pour leur combat, mon admiration pour leur héroïsme, un héroïsme que je crois extraordinaire, sans équivalent dans l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe a connu de nombreux mouvements de révolte antitotalitaire depuis la chute du mur de Berlin. Je crois que la première vraie révolution antitotalitaire, la première vraie résistance démocratique en Europe orientale et centrale, c'est ici, à Sarajevo, qu'elle a lieu. Et un intellectuel comme moi ne pouvait pas ne pas être à vos côtés pour au moins vous saluer. C'est vous qui habitez ici et là, c'est moi je m'en vais. Je serai resté là bien peu de temps. Mais il y a des intellectuels qui restent derrière leur bureau, il y en a d'autres qui essayent de venir sur place témoigner de leur amitié. Oui. Avez-vous un message pour les habitants à Sarajevo? Oui, le message que je peux leur donner, c'est que j'ai honte de l'Europe aujourd'hui. J'ai honte de la façon dont l'Europe a laissé tomber Sarajevo. Il est évident qu'en 48 heures, si l'Europe le voulait, les artilleurs qui canonnent au-dessus de nous sur les collines disparaîtraient, seraient éliminés. Une opération militaire ponctuelle, très ponctuelle, suffirait évidemment à rompre ce siège, à arrêter cette guerre. L'Europe n'en a pas eu le courage. Donc j'ai honte pour l'Europe. L'autre message que je peux vous donner, bien sûr, c'est que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à Paris pour qu'il en aille autrement. Je voudrais témoigner de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu à Sarajevo. Beaucoup des principaux personnages clés impliqués furent ou sont poursuivis pour crimes de guerre. Le génocide des Tutsis au Rwanda fut perpétré entre avril et juillet 1994. L'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, 3, en majorité Tutsis, ont perdu la vie durant ces 3 mois. L'ampleur du massacre, en 3 mois, 1 million de personnes sont tuées selon les autorités rwandaises après recensement, 800 000 selon l'ONU et l'OUA, sa cruauté et le nombre d'exécutants en font un des événements les plus L'événement déclencheur sera la mort du président Hutu, Juvenal Habyarimana, et du président burundais. Dans la soirée du 6 avril 1994, leur avion est abattu par un missile en arrivant sur Kigali. Dès le lendemain, les massacres de Tutsis et de Hutus modérés haut placés commencent, encouragés par la radio d'Émile Colline.
Génocide planifié ou non, il est en tout cas encadré. L'armée rwandaise, la gendarmerie, des milices y participent et poussent la population civile à commettre l'horreur à coups de machette. Les Tutsis étaient souvent rassemblés dans des stades, des églises comme ici à Ntarama. Le bâtiment est aujourd'hui devenu un mémorial. Depuis 1994, un travail de réconciliation a été mis en œuvre dans le pays et cela semble fonctionner dans de nombreux cas. Ils ont trouvé où je m'étais cachée, explique cette survivante. Et Emmanuel, qui est ici, m'a coupé au visage et m'a tranché la main. Un de ses amis m'a frappé à la tête, je suis tombée par terre et ils m'ont enlevé mon bébé. Je le tenais dans mes bras. Ils ont tué mon bébé de 9 mois. Un autre homme m'a transpercé l'épaule et le dos. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Alice. Je lui ai tailladé le visage, coupé la main. Un de mes collègues l'a frappée à la tête, elle est tombée et il lui a transpercé l'épaule. Et un autre lui a pris son enfant et l'a tué. Le Front patriotique rwandais venu d'Ouganda entre rapidement en scène pour prendre le pouvoir au tout génocidaire. Devant sa progression et les violences, des millions de Rwandais fuient. Le 17 juillet, c'est la fin des massacres. Les guerres en Tchétchénie ont fait plus de 350 000 victimes, en grande majorité des civils. La guerre civile au Libéria, 1989 à 1996, coûte à la vie à près de 150 000 personnes, des civils pour la plupart, et a provoqué un effondrement total de l'État du Libéria. La deuxième guerre civile libérienne démarra en 1999 et fit entre 150 000 et 300 000 victimes. La guerre civile en Sierra Leone fit 50 000 tués et 2,5 millions de déplacés. La guerre civile algérienne opposant l'État à l'opposition islamiste, appelée « décennie noire », fit entre 60 000 et 150 000 victimes selon les sources. La guerre civile somalienne plonge la Somalie dans une famine qui fait près de 220 000 victimes, 4, dont plus de 100 000 pour la seule période qui va de 1992 à 1994. En 91, l'ancienne colonie britannique et italienne sombre dans le chaos. Le climat de mécontentement qui règne alors envers le régime du dictateur Siad Barré mène à son effondrement. La guerre civile éclate entre les seigneurs de guerre dont la seule motivation est l'appât du gain illicite et le pillage. En décembre 92, sous mandat de l'ONU, les États-Unis lancent l'opération Restore Hope, mais c'est un fiasco symbolisé par la bataille de Mogadiscio, au cours de laquelle sont tués 19 soldats américains. Bill Clinton décide alors de retirer ses troupes. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée fait 100 000 morts. La deuxième guerre du Congo démarra en 1998, engendrant maladie, famine et destruction du lien social. Le bilan serait de 4 à 6 millions de morts. La chute de l'URSS, traité de Minsk le 8 décembre 1991, marque la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne. Les pays ex-communistes de l'Europe centrale et de l'Est commencent leur transition vers une économie capitaliste. Le 12 mars 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque sont les 3 premiers pays de l'Est à entrer dans l'OTAN. Jusqu'en 1991, l'Union soviétique se composait de 15 républiques. C'était le plus grand pays de la planète. Il réunissait 150 peuples, avait un gouvernement central installé à Moscou et une langue officielle, le russe. La plus grande et la plus importante des républiques était la République soviétique de Russie. Elle exerçait son influence sur tout le bloc de l'Est. Les États étaient rassemblés en une alliance militaire et économique. À la fin des années 80, l'Union soviétique perd sa mainmise. Le bloc de l'Est éclate. Et en 1991, l'URSS se divise en 15 républiques indépendantes. La République soviétique de Russie devient la Fédération de Russie. Le sommet de la Terre de Rio de Janeiro, 1992, puis le protocole de Kyoto, 1997, sont des étapes importantes vers une politique environnementale mondiale. Le premier forum mondial de l'eau se tient par ailleurs à Marrakech en 1997. L'attentat d'Oklahoma City, 1995, fut l'acte terroriste le plus destructeur sur le sol américain jusqu'au attentat du 11 septembre 2001, avec la mort de 168 personnes et plus de 680 blessés. L'explosion, camion piégé, a détruit ou endommagé 324 bâtiments dans un rayon de 16 pâtés de maisons. La ville ici est en état de choc. Je pensais jamais être si près d'un drame comme ça. Parce que la structure est encore extrêmement fragile et là l'ennemi vient de tomber, ce qui complique les recherches. Le deuxième référendum du Québec, en 1995, est soldé par un échec, avec 49,42% de oui, 50,58% de non. Les inégalités se sont accentuées.
Si, à la fin des années 1960, l'écart de revenus entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres de la population mondiale était de 30 pour 1, cet écart atteint en 1990 60 pour 1, puis 74 pour 1 en 1998. La Convention internationale des droits de l'enfant entre en vigueur en 1990. En 1991 a lieu la première rencontre internationale des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme organisée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme CNCDH, à Paris, sous l'égide des Nations Unies. En décembre 1993, la Déclaration et Programme d'action de Vienne est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui accorde une large place à la démocratie et au développement, considérée comme faisant partie intégrante des droits de l'homme, et qui appelle tous les États parties à créer des institutions nationales garantes des droits de l'homme et au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Depuis la création de la fonction en 1993, 3 femmes ont déjà pris les rênes des droits de l'homme à Genève, la sud-africaine Navi Pillay, la canadienne Louise Arbour avant elle, et l'irlandaise Mary Robinson en 1997. Le rôle du haut-commissaire est multiple. Il doit à la fois se positionner en tant que leader international et référence en matière des droits humains, tout en restant objectif et indépendant. Il doit prendre des mesures pour autonomiser les individus et aider les États à défendre les droits de l'homme. L'historien Chris Harman souligne que, en Europe de l'Ouest, les années 1990 ont vu la chute du gouvernement Berlusconi, en Italie, après une vague de grève, en France, en novembre-décembre 1995, le renouveau soudain de la lutte des classes s'est traduit par un mois de manifestations et de grèves qui furent suivis par la chute du gouvernement Juppé. Une vague de grèves et de protestations a secoué l'Allemagne, une grève générale a éclaté au Danemark. Des vagues de grèves successives se sont abattues sur la Corée du Sud, des grèves générales ont été tenues en Colombie et en Équateur, et la vieille dictature, 32 ans, du général Suharto en Indonésie s'est écroulée après des manifestations et des émeutes spontanées et massives. Dans les années 1990, le paludisme était annuellement la cause de 400 à 900 millions de cas de fièvre, et entre 700 000 et 2,7 millions de morts, soit en moyenne un mort toutes les 30 secondes. Le micro-ordinateur se propage dans les foyers occidentaux, et avec lui le système d'exploitation Microsoft Windows 11. Mais un système d'exploitation libre, Linux, est également développé. Internet évolue avec la création du World Wide Web. Dans les entreprises, les logiciels de gestion intégrés ou ERP sont déployés, en extension des fonctions des MRP, planification des ressources de production. Elles sont adoptées comme solution dans de nombreuses entreprises pour le passage informatique à l'an 2000 et le passage à l'euro, dans la zone euro. On assiste à une convergence numérique, son, images, vidéo, signal télé et téléphonie, etc., et le téléphone portable, ou mobile, se populariser. En agriculture, les OGM, organismes génétiquement modifiés, se développent pour certaines espèces aux États-Unis. Ils sont introduits en 1996. Le maïs et le coton sont les cultures OGM qui se développent le plus rapidement, atteignant respectivement près de 50% et 40% des cultures de ces plantes aux États-Unis en 2000. Le premier clonage d'un mammifère est réalisé avec la naissance de la brebis Dolly le 5 juillet 1996 en Écosse. En astronomie, la première exoplanète est découverte. Le tunnel sous la Manche, plus grand tunnel sous-marin au monde, est inauguré le 6 mai 1994. François Mitterrand et Elisabeth II, en coupant le ruban inaugural, réalisent le rêve vieux de 2 siècles d'un tunnel entre la France et le Royaume-Uni. 20 ans après, c'est la voie de chemin de fer la plus utilisée au monde, jusqu'à 400 trains les jours de pointe. Mais surtout, l'Eurotunnel reste une prouesse de génie civil. Car pour rejoindre l'Angleterre et la France, ce tunnel de 50 km de long parcourt plus de 37 km sous la mer. Le percement du tunnel a commencé en 1987 côté anglais, en 1988 côté français. 11 énormes tunneliers creusaient 76 mètres par jour. Et le 1er décembre 1990, c'est la première jonction historique. En réalité, il y a 3 tunnels, 2 pour le rail, 1 pour chaque sens unique, et un 3e tunnel routier de service plus étroit, relié avec les autres et qui donne accès aux équipements techniques et fournit la ventilation. Les véhicules, camions, voitures, motos, sont transportés en navettes par le rail. Actuellement, 25 navettes passent en révision tous les 44 jours ou tous les 30 000 km. Car l'entretien et la sécurité restent un enjeu 20 ans après cette aventure industrielle à laquelle ont participé 13 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers. De nombreux séismes meurtriers eurent lieu durant cette décennie. En 1990, un tremblement de terre, d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, fit 37 000 morts en Iran. En 1993, un autre, d'une magnitude de 6,3, fit plus de 7 000 morts en Inde.
Le séisme de 1995 de Kobe fit plus de 6000 morts et détruisit le port de cette ville. Enfin, le séisme de 1999 en Turquie, d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter, fit plus de 17 000 morts et 30 000 disparus. En 1998, l'ouragan Mitch, parmi les ouragans les plus intenses depuis que sont enregistrées des données météorologiques, fit plus de 9 000 morts en Amérique centrale. En 1999, le cyclone Dorissa provoqua la mort de plus de 9 000 personnes en Inde. La sécheresse de 1997 provoque une famine en 1998 au Soudanie. Selon la Croix-Rouge, l'année 1998 a été la pire de toutes celles enregistrées et a connu plus de dommages que jamais auparavant, obligeant 25 millions de personnes à devenir des réfugiés, dont le nombre a dépassé, pour la première fois, les personnes déplacées pour cause de guerre. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort ?